je vous propose d'écouter Tiffany qui a quelque chose de particulier à nous raconter, puisqu'aujourd'hui tu nous parles de jeux vidéo pour la première fois. Voilà, exactement. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de jeux vidéo et plus particulièrement d'un événement de son histoire, mais aussi de son économie. Donc pour cela, je, Ah, voilà. Donc pour cela, je pense qu'il est important de revenir sur les grandes phases de ce dernier. Et donc, je vais vous conter la brève, mais néanmoins particulière histoire du jeu vidéo ludique, de son apparition, de ses formats et des acteurs qui ont permis au jeu vidéo d'exister. donc Alors, c'est une chronique sur le jeu vidéo tout court en fait, c'est ça? c'est sur un événement particulier du jeu vidéo, mais pour le comprendre, D'accord, cet ok. événement, il faut avoir une Ah, ok, petite donc vision d'ensemble de ça l'histoire. marche. Voilà. Ça Ok, ça a l'air marche. intéressant. Ok, bah tu m'as hypé, je suis tout oui. Yes. Alors, déjà, dans quel but je m'apprête à vous parler de tout ça? Eh bien, parce que si aujourd'hui tout le monde, ou presque, joue ou a joué au moins une fois dans sa vie, et que le jeu vidéo s'est imposé comme un divertissement extrêmement populaire, il n'y a pas si longtemps, il a tout bonnement failli disparaître. Et Ah bon? oui, si aujourd'hui je vous parlais de l'histoire du video game, ça, en général, c'est surtout pour vous parler d'un événement particulier qui se résume à cette question. Comment Pac-Man a-t-il failli faire couler l'industrie du jeu vidéo? What? Sérieux? Alors, notre histoire commence dans les années 60. Un cher monsieur qui s'appelait Willy, Higginbotham, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, donc on va l'appeler Willy. Willy qui est un physicien au Brookhaven National Laboratory, le centre de recherche nucléaire gouvernemental. Il crée le premier jeu vidéo de l'histoire sur un ordinateur analogique. C'est un jeu de tennis pour deux, savamment nommé Tennis for Two. L'ordinateur utilisé servait à la base au calcul des trajectoires de missiles nucléaires. Ambiance. Il ne déposera lui par contre aucun brevet pour sa console de jeu, car il n'y croyait pas, c'était pour Willy un simple passe-temps pendant les pauses café. Cependant, en 1966, Ralph Baer va inventer ce que l'on considère comme l'idée même du jeu vidéo. Il crée les premiers jeux jouables sur une télé, un jeu de tennis et un jeu de voiture. Il crée un prototype dans le but d'amuser et d'être vendu dans le monde entier, contrairement à notre cher Willy. Ralph dépose un brevet pour sa première console sur télévision en 1968. Aujourd'hui, il est considéré comme le père fondateur du jeu vidéo. Un ingénieur en électronique, Nolan Bushnell, conçoit une machine qu'il appelle le Computer Space, qui sera plus communément appelée par la suite borne d'arcade. Il travaille un look futuriste pour l'époque, un boîtier très design et avant-gardiste, et c'est donc en 1971 que la première borne est commercialisée à grande échelle. Seulement une année après, en 1972, notre bon vieux Ralph, qui était déjà sur le dossier 5 ans auparavant, réussit à sortir sa console de salon, la toute première que l'on nomme... Est-ce que vous avez une idée? La toute première console de salon? Le nom? La console de salon. La toute première. Je sais pas, c'est pas Amiga 1972. ou un truc comme ça? Non. Moi j'y connais vraiment que dalle, je suis désolé. Elle s'appelle l'Odyssée. Voilà. Wow, ok. Oh, Ouais. d'accord. Que j'ai toujours envie de prononcer l'Odyssée. Voilà, trop de morsages. L'Odyssée. Non. Elle est donc commercialisée en 1972 par Magnavox. Donc Magnavox, ce sont des fabricants de télévision et consoles américains. Le public a cependant du mal à comprendre le concept. La console est considérée comme une extension de la télé et non comme un appareil de jeu, pour cause c'est une marque de télévision qui vend la console. Donc beaucoup de gens pensent que la console ne marche qu'avec les téléviseurs Magnavox et cela va bloquer quelque peu les ventes. Ah oui, d'accord. Pensez à vos parents qui se sont connectés sur leur boîte mail une fois avec un ordinateur précis et qui ne comprennent pas qu'ils puissent se connecter ailleurs. En effet, le concept d'Internet doit être aussi fou pour eux que le concept d'une console qui se branche indépendamment de la télé pour leurs parents. Voilà. De plus, le fait même de jouer sur une télévision et non pas sur une arcade est complètement révolutionnaire et le public n'est pas encore totalement prêt. Il faut bien imaginer que la borne d'arcade, elle est arrivée seulement 1 an avant. On C'est récent. avance encore dans le temps pour arriver à l'année 1976. Cette année-là, Atari va conquérir les foyers et surtout les téléviseurs avec sa première console Home Pong. Avec cette console, on peut jouer à 6 jeux, 6 variantes du désormais très célèbre Pong.
Pong. C'est un Ping succès pong. immédiat, mais l'intérêt est limité. Et oui, en effet, Pong, c'est une reprise du tennis de table. Alors, combien même on en a 6 variantes, l'éclate ne sera pas éternelle, hein, effectivement. Les créateurs de l'Atari, dont notre bon vieux Ralph fait évidemment partie, prennent conscience de l'essoufflement du marché et envisagent une nouvelle console avec des jeux interchangeables. Et c'est en 1977 que sort l'Atari 2600 avec son système de cartouches. Elle va dominer le marché du jeu vidéo avec plus de 30 millions d'unités écoulées. C'est assez fou de se dire qu'en dans les années 1970, le principe qu'on utilise encore aujourd'hui, celui de CD ou d'achat, comme on disait tout à l'heure, de jeux en ligne, vient de cette console qui a une trentaine d'années, quoi. Je trouve ça assez dingue. Donc merci Ralph, tu es très bon. Plus de 900 jeux seront produits pour l'Atari 2600, mais beaucoup d'entre eux sont d'une qualité très très médiocre. Le problème étant qu'Atari n'a pas de contrôle sur les cartouches sorties. Mais le premier blockbuster du jeu vidéo, il est sur arcade, avec la sortie de Space Invaders. Le monde du jeu connaît son premier énorme succès au Japon et dans le monde entier. C'est aussi le premier jeu d'arcade qui sauvegarde le meilleur score. Pour l'anecdote, le Japon s'est retrouvé en pénurie de petites monnaies à cause de ce jeu d'arcade. C'est fou. Mythe ou réalité, je ne sais pas, mais j'ai envie d'y croire parce que je trouve ça assez génial. C'est clair. Dans le même temps, en 1979, les jeux de l'Atari continuent d'être globalement de pire en pire, et les éditeurs qu'on appelle aujourd'hui plutôt développeurs, sont mal payés par Atari, et leurs noms n'apparaissent même plus dans les jeux. Les anciens programmateurs d'Atari décident alors de créer la société Activision, qui devient ainsi le premier éditeur tierce de jeux vidéo dans le monde. Aujourd'hui, on a ce procédé d'ailleurs qui est le procédé le plus répandu, Ubisoft, par exemple, qui fait ses jeux de son côté et qui va après faire des partenariats ou pas avec certaines consoles, quoi. Donc on a gardé ça aussi. Et en fait, à ce moment-là de l'histoire du jeu vidéo, donc là on est en 79, on arrive à notre grande question: comment Pac-Man, entre autres, a-t-il failli causer la mort du jeu vidéo ? Eh bien, tout d'abord, j'aimerais vous parler un peu de Pac-Man. Et quoi de mieux pour résumer un jeu, une œuvre ou toute autre création de ce monde que de lire directement ce qui est écrit sur Wikipédia. Le site nous présente Pac-Man comme cela. Pac-Man, à l'origine Puck-Man, est un jeu vidéo créé par Toru Iwatani pour l'entreprise japonaise Namco, sorti au Japon le 22 mai 1980. Le jeu consiste à déplacer Pac-Man, un personnage qui, vu de profil, ressemble à un diagramme circulaire ou à un camembert, à l'intérieur d'un labyrinthe afin de lui faire manger toutes les Pac-Gommes qui s'y trouvent en évitant d'être touché par des fantômes. Lorsque Pac-Man est sorti, les jeux vidéo d'arcade les plus populaires étaient les jeux de tir, en particulier les Space Invaders comme on a parlé tout à l'heure, ou Astéroïdes, et la minorité la plus visible cependant, c'était les jeux de sport, qui étaient pour la plupart des dérivés de Pong. Pac-Man leur a succédé en créant un nouveau genre, et il est souvent crédité en tant que point de repère dans l'histoire du jeu vidéo, et est parmi les plus célèbres jeux d'arcade de tous les temps. Il est également l'un des jeux avec les plus grosses recettes de tous les temps, ayant généré plus de 2,5 milliards de dollars au cours des trimestres des années 1990. Est-ce que vous avez déjà joué à Pac-Man ? Est-ce que vous vous figurez un peu ? Oui, Ouais. j'ai déjà joué à Pac-Man, notamment parce que en retapant Pac-Man là à l'instant sur Google, je me suis rappelé que tu peux directement jouer à Pac-Man depuis Google. Oui. Ah ouais ? Ouais. Ok. Oui, en fait là vous tapez Pac-Man et là vous avez le jeu, vous cliquez sur jouer et vous jouez à Pac-Man. Et en fait je me suis rappelé avoir fait ça à la fac de nombreuses fois pendant des cours. J'y ai jamais joué, mais du coup merci Marc pour cette astuce. C'est moi ce que j'ai trouvé assez fou, c'est que c'est donc un jeu qui a 30 ans, un peu plus de 30 ans, et quand tu tapes juste Pac-Man sur Google, tu peux le télécharger et y jouer. Il faut que tu tapes Pac-Man Wikipédia pour avoir une page explicative de ce que c'est. C'est dire encore à quel point le jeu vit, quoi. Tu vois, genre, c'est pas une espèce de truc oublié. Ouais. C'est assez fou. Apparemment, ils avaient fait une étude à peu près à cette époque-là, là, dans les années 80-90. Ils avaient demandé sur je ne sais quel pourcentage d'Américains, cependant, s'ils connaissaient Pac-Man. Il y avait 94% des Américains qui connaissaient. Donc, c'est l'une des plus grosses figures populaires, en fait, de notre époque, quoi, de notre époque contemporaine. Donc, c'est assez fou. Donc, c'est vrai qu'un jeu comme ça, c'est assez étonnant. En plus, sachant qu'il a rapporté beaucoup d'argent à sa sortie sur l'Atari,
2600, parce qu'on parle quand même de 7 millions de cartouches vendues à $37 le jeu. Ils ont gagné énormément d'argent. Cependant, cette grande licence qui a connu donc de nombreuses suites et de nombreuses clones et qui est encore aujourd'hui existante, s'est révélée être un désastre à sa sortie sur l'Atari 2600. En effet, Pac-Man sur l'Atari 2600 est de très mauvaise qualité. Par exemple, les fantômes clignotent sur la console. Et ce n'est parce qu'elle n'est pas assez puissante, elle n'est pas aussi puissante en tout cas que les bornes d'arcade, et en fait le jeu globalement est très laid. Voilà. Et en plus de ça, Atari, ils se sont dit on va commander 12 millions de cartouches, ils en ont vendu 7 millions, ce qui est déjà bien, mais il en reste 5 millions d'invendus. Et l'air de rien, c'est énorme. Bah ouais, carrément. Et sur le court terme, du coup, Pac-Man, il a quand même rapporté beaucoup d'argent. Mais à long terme, l'Atari a perdu énormément. Un jeu aussi mauvais est un grand coup dans la réputation de la console, en plus des licences de mauvaise qualité qui sortaient en général sur l'Atari 2600. Pour prendre un exemple, moi en tout cas qui me parle aujourd'hui, un jeu qui est sorti il y a quelques mois, The Last of Us 2, je sais pas, on l'attend comme des fous et il sort, l'herbe et l'eau, c'est des espèces de carrés bleus, luminescents, les dialogues ils sont même pas finis, la jouabilité dure 2 heures, Joël et Ellie ils ont le même visage parce qu'on peut même pas les reconnaître, enfin ça serait abominable et tout ça à 70 € le jeu, voilà, ça fait mal au cul, si vous me permettez l'expression. Donc, il faut imaginer qu'eux devaient se trouver dans la même situation d'attente que nous pour un jeu comme ça, les utilisateurs de consoles. Donc c'était vraiment horrible, horrible, horrible pour la réputation donc, de l'Atari. Et donc pour revenir à notre grande histoire globale du jeu vidéo, eh bien entre 1982 et 1985, on a cru largement aux États-Unis que le jeu vidéo était mort. Et si je vous ai parlé de Pac-Man, c'est qu'on associe souvent ce que l'on appelle le crash du jeu vidéo, mais qui est en réalité plutôt une crise du jeu vidéo, à 2 sorties très attendues, donc l'adaptation de Pac-Man et l'adaptation de E.T. Ces 2 jeux sont développés à la va-vite et se révèlent injouables, ce qui va amener les joueurs à délaisser le jeu vidéo. Entre 1983 et 1986, on n'entend plus parler de jeux vidéo aux États-Unis. Plus personne ne s'intéresse aux consoles Atari car s'ajoute à la déception des jeux la naissance des micro-ordinateurs pour le grand public. En plus du fait que les jeux sont créés à la chaîne pour gagner de l'argent rapidement, il faut bien comprendre qu'à cette époque, le jeu vidéo est considéré pour des jeunes entrepreneurs comme l'Eldorado. Des centaines d'entreprises se lancent dans le marché américain. Le problème, c'est que rapidement, l'offre dépasse la demande et les petites entreprises doivent rembourser les jeux non vendus ou en donner d'autres pour remplacer une licence qui n'a pas connu de succès. Souvent, ils n'ont ni les capacités de remboursement des jeux, ni de remplacement. Et les entreprises se voient donc noyées sous les dettes et mettent les clés à la porte. Donc je vous laisse imaginer 5 millions de Pac-Man qui restaient à Atari, ce que ça devait représenter financièrement en remboursement. Enfin, ça devait être une somme énorme. C'est fou. Alors évidemment, ce n'est pas la faute de notre bon vieux Pac-Man, mais encore et toujours de ce bon vieux système capitaliste américain qui s'est vu brûler les ailes à trop vouloir saigner une licence. Évidemment, ce n'est pas la fin de l'histoire du jeu vidéal. En 1985, alors que le marché des jeux vidéo s'est effondré littéralement aux États-Unis, l'informatique personnelle fait ses premiers pas. Atari ne dit pas son dernier mot et va décider de créer l'Atari 520 ST, une machine mi-ordinateur, mi-console, vendue 10 000 francs. À l'époque, le premier Macintosh coûte 23 000 francs, donc cette console est relativement accessible. Et 2 ans plus tard arrive l'Amiga 500 de Commodore pour 4 000 francs. Les créateurs, les éditeurs, les développeurs vont alors s'emparer de ces 2 micro-ordinateurs pour un nouveau type de jeu basé sur le clavier et surtout la souris. C'est donc ici la naissance du jeu vidéo sur l'ordinateur. C'est aussi la même année de la sortie de SimCity et de jeux cultes comme Donjons et Dragons. On commence alors une bataille de jeux à la meilleure qualité graphique et sonore. Depuis, c'est aussi le début des jeux qui comptent une histoire avec les désormais très banales cinématiques. 1 an après, un nouveau constructeur inconnu arrive sur un marché en crise et il s'appelle Nintendo. Alors, Nintendo il existe depuis 1889, mais à la base c'est un fabricant de cartes à jouer japonaise. Il crée sa console Famicom, ce qui est la contradiction de Family Computer, qui se vend super bien au Japon. C'est dire, 1 foyer sur 3 est équipé de la Famicom au Japon. Donc après l'échec de discussion avec Atari pour venir aux États-Unis, le japonais décide de se lancer seul aux États-Unis. Il fait la NES, le nom américain de la Famicom, qui est lancée en 1986.
Et c'est assez marrant parce que Nintendo va ruser pour assurer les revendeurs américains en présentant sa console comme un système de divertissement ressemblant à un magnétoscope. Je m'explique. En fait, elle est vendue avec un pistolet, ainsi qu'avec un petit robot télécommandé qui s'appelle Rob et Super Mario Bros. Et ces objets, en fait, sont plus une volonté marketing pour donner l'impression aux gens qui n'achètent pas des jeux vidéo, qui ne marchent plus du tout. Faut surtout plus dire le mot jeu vidéo parce que tu vendras rien, mais plutôt des jeux de société ludiques et pour les enfants sur des écrans de télé. Ce qui, en réfléchissant bien, est un peu la définition du jeu vidéo. Alors, évidemment, toujours est-il que l'histoire ne s'arrête pas là et le jeu va évoluer jusqu'à finir sur des consoles de plus en plus performantes, sur nos tablettes ou nos ordinateurs. La course au graphisme et aux histoires continue de prospérer avec des éditeurs comme Naughty Dog, Ubisoft, etc. Cependant, on a parfois l'impression d'un retour en arrière sur la qualité des jeux car on souhaite souvent ces suites qui n'apportent plus grand-chose et qui sont moins belles que les épisodes précédents. Mais merci quand même à Life is Strange, Detroit, Burnout, GTA, Zelda ou encore Uncharted pour me faire rire, pleurer et surtout voyager. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Tiffany du coup pour cette petite chronique sur le crash des jeux vidéo du coup. C'est vachement intéressant parce que je savais pas qu'il y avait un faux départ, une sorte de faux départ comme ça du jeu vidéo. C'est assez peu connu alors qu'en fait c'est quand même un truc assez fou aux États-Unis. Tu voyais genre des espèces d'énormes entrepôts, tu vois, brûler les Atari et tout. Ça a vraiment été un truc financier. C'est dingue. Énorme quoi. Ouais, c'est assez fou quoi. Et on a tendance à l'oublier, mais ce qui est assez bien, ce que je trouve, c'est qu'elle nous a du coup appris à la qualité des jeux. Et je pense que si aujourd'hui on a des jeux comme The Last of Us que je parlais tout à l'heure, c'est que justement les mecs ils se sont dit ça sert à rien de faire 1000 jeux à l'année. On en fait un sur 2-3 ans, mais on bosse à fond dessus. Ça, c'est aussi grâce à l'arrivée des ordinateurs. Mais du coup, on a su apprendre un petit peu quand même de nos erreurs. Bon, même si tu as des trucs comme Assassin's Creed, ils en sortent un par an. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ubisoft, c'est toujours pareil. Il y en a un tous les ans. Oui, voilà, c'est ça. Eux, pour le coup, ils ont pas... ça s'essouffle, d'ailleurs. Tu le vois, ça marche plus au bout d'un moment. Les gens, ils savent à quoi s'attendre. Bon, là, il y a le truc qui a marché parce que c'était sur le truc jusqu'à ce que ça marche plus et après ils changeront, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon. Mais à l'inverse de Cyberpunk 2077, qui, si je ne m'abuse, est attendu depuis 2012, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, ça fait 8 ans. De malade, hein. 8 ans qu'il est attendu, c'est un truc de malade. Ouais. Non, maintenant, t'as des jeux qui sont là depuis t'attends depuis 3, 4, 5 ans. Le dernier Final Fantasy, le dernier, sur console, là, le 15, je crois. 10 ans. Ouais, oui, il a été attendu aussi, lui. 10 ans, bon, qui était pas ouf. 10 ans, je sais pas s'ils ont branlé, mais c'était quand même... Je crois qu'il y a eu des gros déboires dessus, il me semble. Ouais. Ce qui est dommage, parce qu'il a tout pour être absolument génial. Moi, j'ai joué, je l'aime bien quand même, mais bon, je trouve que pour 10 ans, t'es un peu... Voilà. Mais après aussi, t'as le changement de console. Tu vois, les consoles, à la base, elles avaient une durée de vie un peu plus longue. Là, t'arrives... Bon, ça recommence un peu à s'allonger quand même, mais bon, t'as ta console, la PlayStation 1, la 2, la 3, elles se sont enchaînées, tu vois. Si tu prépares ton jeu à ce moment-là, je sais pas si ça s'allonge. J'ai l'impression que la Xbox One et la PS4 c'était hier. Mais ça fait un moment. J'ai l'impression que c'était il y a pas si longtemps, mais au final, ça fait. Parce que moi, je me rappelle, parce que moi, je l'ai acheté il y a 5 ans. Et je me rappelle déjà à l'époque, on me disait mais ça sert à rien que tu l'achètes. La PS5 elle va sortir l'hiver prochain. Donc elle sort que 5 ans après, tu vois. Donc je pense qu'elle a bien duré 7-8 ans la Play 4. Ouais. C'est une belle carrière au final. Hein. Ouais. C'est clair. Ouais, carrément. C'est clair. Ouais, carrément. Et du coup, merci Tiffany encore une fois pour ton intervention. Pas de souci. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela, vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.